Salut à tous, c'est Mehdi de la chaîne Nihonbashi. Après avoir parlé de Balloon Yokoso, de Magus of the Library, on va parler d'un manga tout aussi intéressant, Dans le sens du vent, Nord-Nord-Ouest. Alors Dans le sens du vent, c'est un manga toujours en cours, composé de 5 tomes, et édité par Soleil Manga chez nous. Au Japon, l'œuvre a été publiée dans le magazine Arta, déjà connu notamment pour Bright Stories. Le manga a été écrit, dessiné par Aki Irie. Cet auteur très talentueux s'était déjà fait connaître, pour de bonnes et mauvaises raisons, en France avec son titre Le Monde de Ran. Même si les deux œuvres partagent un univers graphique assez semblable, on ressent tout de suite une différence thématique, mais aussi en termes de mise en scène. Là où dans Le Monde de Ran, on voit un dessin plus spectaculaire, plus fantasmé, lié à l'imagination de la très jeune protagoniste Ran, qui comme tout enfant possède une vision plus grandiose de ce qui l'entoure. Dans le sens du vent, lui, le dessin semble plus contemplatif, plus posé, incarné par une jeunesse en transition vers l'âge adulte, et qui donne un regard plus mature sur les événements qui les entourent. Alors, dans le sens du vent, de quoi ça parle? Kei Miyama, un détective indépendant de 17 ans, vit avec son grand-père français en Islande. Comme les autres hommes de sa famille, il dispose d'un pouvoir atypique. Le sien consiste à pouvoir communiquer avec les appareils électriques et les automobiles. Mais sa vie bascule soudainement lorsqu'un détective japonais en congé sur l'île lui annonce l'assassinat de son oncle et de sa tante par le propre frère de Kei. Qui croire? Convaincu de l'innocence de ces derniers, le jeune détective va mener l'enquête. C'est pour moi très difficile d'établir des comparaisons avec d'autres mangas. C'est une œuvre qui va parler de liberté, de jeunesse, de nature, et qui va avoir des allures de roman policier. Elle est remplie de thématiques qui vont avoir un lien les uns avec les autres, et qui va surtout les traiter de manière très novatrice en employant par exemple un ton lyrique durant l'entièreté du premier tome. C'est une œuvre très intéressante possédant de multiples facettes. D'où ma prochaine question, en quoi Dans le sens du vent est-il intéressant? Tout d'abord, intéressons-nous au contexte islandais et ce qu'il peut amener au sein du récit. La couverture permet de saisir les thèmes principaux du récit. Les oiseaux migrateurs représentant le voyage que l'on détaillera plus tard. La route, la voiture représentent quant à elles la présence, l'impact humain, tout comme les pylônes électriques qui d'ailleurs ne sont pas revus par la suite. Et enfin la présence du bélier qui elle aussi n'est pas revue par la suite dans le manga, qui pourrait symboliser la force et le caractère de la nature. La nature va donc être un thème fort de ce premier tome, et c'est quelque chose que l'on revoit tout de suite après. L'auteur, à travers la description du paysage islandais, s'attache à donner énormément d'importance à l'environnement par un paysage omniprésent, mais aussi marqué par l'absence d'activité humaine, d'installation humaine, en dehors de la route qui représente un des seuls indices montrant cette présence humaine. C'est un aspect plutôt très appuyé, par exemple avec Kei qui, après son accident, doit attendre pas mal de temps avant d'apercevoir âme humaine. Hormis ces magnifiques paysages, le manga fait naître une véritable complicité entre les animaux, les plantes et les personnages principaux. Surtout l'oiseau qui relève d'une toute autre importance qu'on abordera un peu plus tard. À l'opposé de cet éloge à la nature qu'on a pu voir en territoire islandais, le retour au Japon permet d'encore plus préciser ce sentiment. Au Japon, on aperçoit un décor détruit par l'activité humaine, où les bâtiments s'étalent à perte de vue, où la vie animale et végétale s'en retrouve quasi inexistant. On est dans un huis clos étouffant. Quand de l'autre côté, on se place dans une atmosphère plus libre, plus facile, plus relâchée. Le stress, la pression que Kei subit lorsqu'il est au Japon, même si ce n'est pas réellement la cause, montre tout le mal-être, le malaise, le sentiment d'emprisonnement que nous fait ressentir ces pays. Finalement, la nature est omniprésente à l'instar de l'homme, beaucoup plus en retrait. L'influence humaine, et par là donc l'influence sociétale, qu'on a pu observer lors du passage au Japon s'amoindrit. On s'éloigne donc d'une société où régissent les lois, les règles de la bienséance, emprisonnée dans une sorte de hiérarchie sociale, une société fermée. L'Islande, quant à elle, est une terre de liberté, une société qui n'obéit plus aux lois humaines, elle est pour Kei et les personnages une échappatoire. La nature y est forte, surpuissante, un froid glacial, des pluies diluviennes, des vents destructeurs, des plaines remplies d'eau, des lacs de lave, l'Islande est le contexte parfait afin de montrer la puissance, la grandeur, l'immensité de la nature. L'homme n'est véritablement rien face à elle, ses problèmes deviennent alors insignifiants, presque anecdotiques. Après avoir abordé le rôle de la nature, sa force, revenons à cette première de couverture où l'on voit un oiseau, la sterne arctique. L'utilisation de cet oiseau est selon moi très équivoque. C'est l'oiseau qui effectue le plus de kilomètres par an, voire même durant toute sa vie, qui se compte en une vingtaine d'années.
Même si sa destination reste inchangée, c'est un oiseau qui va suivre les vents dominants. C'est un voyageur au même titre que notre héros Kei, qui affirme aimer conduire, aimer la route. Parallèle intéressant qui, en plus d'ajouter du poids à la notion de liberté que nous avons abordée plus tôt, nous permet de pouvoir traiter du second point, le contexte réaliste de notre récit. En fait, quand on voit Kei voyager, on découvre par son intermédiaire tout le paysage, le contexte propre à l'Islande. On découvre une nouvelle culture, un nouveau peuple, de nouvelles habitudes, ainsi qu'un nouvel environnement. Derrière cette volonté de donner une description volontairement proche de la réalité, de décrire des relations sociales réalistes, elle va parsemer son histoire de plusieurs éléments fantaisistes qui vont se confronter à cette réalité. Ces éléments fantaisistes sont très intéressants dans la façon dont ils sont introduits. Les deux capacités étonnantes, premièrement que l'on nous présente, c'est d'abord la capacité de Kei de parler avec la machine, et celle de son grand-père de parler avec les oiseaux. On peut dès lors penser que c'est une série somme toute classique, que l'on a l'habitude de voir, de lire, mais Aki va aller beaucoup plus loin. Ces deux pouvoirs incarnent très bien la notion de liberté, par exemple avec le véhicule qui est une machine, ou avec les ailes des oiseaux. Toutefois, ces pouvoirs sont rapidement remis en question. On doute assez rapidement de l'authenticité de ces fabuleux pouvoirs. Déjà, par le fait que ces objets ne parlent pas, ça paraît tout simple, mais l'idée même d'écarter le lecteur du dialogue entre ces objets inanimés et Kei permet d'installer une distance entre le lecteur et cette magie. D'autant plus qu'on peut rajouter que dans le chapitre précédent, un flashback nous montre la fascination qu'a Kei pour les objets électroniques et sa volonté de les étudier et donc par extension de les comprendre. Derrière ça, il faut comprendre que Kei peut analyser et comprendre la structure d'un objet électronique et donc, par extension, connaître les expériences vécues par celui-ci. Donc les informations découvertes par Kei ne sont pas forcément dues à sa capacité à dialoguer avec les objets, mais par son sens de l'observation, sa perspicacité. De même pour Jacques, qui n'apporte pas beaucoup de preuves ni d'informations sur son étrange pouvoir, mais semble plus se rapprocher du rêve. Et il est là tout le propos de cette œuvre. Le manga entretient le doute, la frontière entre réel et fantastique s'en retrouve bien plus floue, moins exacte, tout se mélange. Dans le sens du vent à cette volonté de déformer le réel, de s'en accaparer pour proposer une alternative, une autre vision plus magique, plus romancée. Katla le dit, je crois à l'étrange parce que sans ça le monde serait tellement ennuyeux. C'est tout à fait symbolique de notre lecture. Après qu'on ait parlé de ces deux pouvoirs, on va maintenant aborder un autre élément, ou personnage plutôt, issu plus ou moins du folklore fantastique. C'est l'un des personnages principaux de notre récit, Lilia. C'est une femme souvent comparée à des êtres irréels. Sa première apparition, elle est affiliée à un fantôme. Quant au deuxième, elle est cette fois comparée à une fée, voire quelque chose d'encore plus supérieur. Ce que j'ai personnellement remarqué dans ces deux premières apparitions, c'est que c'est un personnage qui se superpose à la nature. Si l'on revient sur sa première apparition, au moyen d'un gros plan de Lilia, accompagné d'un zoom dégressif qui se suit par un zoom progressif au niveau de l'installation de Kei, l'auteur confond Lilia avec la nature, par le fait qu'elle plane autour de notre héros et disparaît le long du décor comme si elle le surveillait. D'autant plus que sa seconde apparition marque encore plus cette pensée. On est face à un personnage qui sort de l'eau au beau milieu d'une cascade, présente dans son plus simple appareil. Encore une fois, si l'on pousse l'interprétation, on peut alors penser qu'elle naît directement de la nature, qu'elle est un pur produit de la nature, son incarnation. On la caractérise de fée, un être fantastique très souvent associé à la nature et dont les croyances sont toujours d'actualité en Islande. Elle incarne la nature et suscite alors la même fascination de la part de Kei. Pour finir sur ce point, je veux parler des conséquences du relucage. Une accumulation de mésaventures tombe l'instant d'après sur notre héros. Et dans cette mésaventure, on a des changements climatiques très importants. Une pluie forte et un froid glacial, quand quelques minutes avant, on avait une vue parfaitement dégagée et ensoleillée. On peut l'entrevoir comme une sorte de punition envers Kei. Finalement, Aki Irie entreprend d'écrire une histoire où la frontière entre réel et irréel est floue, incertaine. Les personnages se laissent emporter dans l'illusion, dans un certain onirisme qui leur permet d'espérer, de se laisser transporter plus par les sentiments que par la raison. Et d'un autre côté, le lecteur ne sait pas où placer sa confiance, il ne sait pas ce qu'il doit croire. Le doute s'installe. Et le doute, Aki Irie l'utilise d'une manière formidable dans la seconde partie de ce premier tome. En effet, on peut séparer ce premier tome en deux parties, et ce, à partir de l'élément déclencheur. Une première partie à l'ambiance plus légère, plus détendue, quand de l'autre, la deuxième partie aborde une ambiance beaucoup plus lourde, malsaine. Revenons donc au début de ce premier tome. Les thèmes qui régissent ces premiers chapitres permettent de donner un élan très gai,
très allègre au récit. Comme on l'a déjà dit avec la nature par exemple, qui est placée au premier plan, où on est dans une sorte de contemplation, la pensée n'est plus face à la beauté du paysage. Mais au-delà de cette contemplation, on sent surtout une proximité avec la nature, une proximité avec les animaux. Ensuite, le second moteur de cette partie, c'est le sentiment amoureux, le désir. Elle représente le thème majeur des enquêtes de Kay. Des couples qui se réunissent après des années de séparation, ou encore une femme qui retrouve son coup de cœur. La sensualité est aussi une des composantes de ce désir. Par les traits d'Akihire, la façon dont l'auteur joue des formes féminines et masculines. Enfin, l'un des derniers éléments qu'on peut prendre comme exemple, ce sont les relations et les réactions parfois enfantines qui placent ce manga dans une sphère humoristique, donnant finalement un ton très léger où on en sourit facilement. Face à ça, la seconde partie représente un virage assez net du manga. Elle est dans un tout autre contexte, abordant la mort sous les traits d'une enquête. Le décor change du tout au tout, comme on l'a dit, où on se glisse dans des paysages urbains, avec le Japon, ou encore une ville islandaise où on est en pleine nuit. Ce sont des éléments graphiques importants afin d'instaurer un climat pesant et lourd. La première apparition de la mort est abrupte et instantanée. Elle coupe subitement l'entrain lyrique de cette première partie. L'oncle que l'on entendait tout joyeux meurt quelques chapitres après dans des circonstances curieuses qui soulèvent plusieurs questions. Au moment où apparaît l'élément perturbateur, le visage de notre héros se ferme, devenant quasi désagréable en bouche. Plus de place pour la nature, ni pour les sentiments, recalé quasi au second plan avec sa mission, le commanditaire est placé dans une toute petite case. L'action s'intensifie, les personnages ne prennent plus le temps de se poser. D'ailleurs, Jacques en fait la réflexion et oblige Kei à baisser d'un rythme. Le retour au Japon, comme on en a parlé, est un retour empli de stress, de malaise. Kei est armé d'une casquette, comme pour passer inaperçu, et l'on trouve peu d'onomatopées, hormis les bruits des transports ou des passagers qui remplissent les cases. Bref, on se place dans un endroit bruyant, rempli de monde, d'activités humaines. Mais surtout, un endroit embêtant, énervant pour notre héros. Au moyen d'un flashback, on arrive à la première apparition d'un personnage central, Michitaka. Ce personnage est très ambivalent, à la fois très enfantin, souriant, très naïf, mais possédant une face plus sombre qu'on a du mal à saisir sous ses traits juvéniles, androgynes, où sa naïveté se mêle à la mort. D'un côté, on a un personnage à l'allure quasi angélique qui s'émeut facilement, mais d'un autre, on sent la mort, le mensonge, l'hypocrisie. L'un des meilleurs exemples est le fait qu'il avoue filtrer les appels de son oncle, mais sous des pleurs qui permettent d'atténuer un acte très inhabituel. On doute encore une fois, est-il vraiment le coupable? Comment a-t-il pu les tuer? Pourquoi son frère le croit si férocement alors qu'il connaît cette face cachée? Pourquoi l'enquêteur s'acharne autant autour de Michitaka? Si ce n'est pas lui, est-ce vraiment un accident? Quel est le fin mot de cette histoire? Une série de questions dont les réponses sont multiples et les preuves quasi inexistantes. Faux semblant, nature, amour, mort, dans le sens du vent est une quête de la vérité aux résonances lyriques, dont l'infinité de thèmes ne fait qu'enrichir la lecture, lui donnant un goût sucré, agissant comme une drogue pour un lecteur qui en redemande encore et encore. Akihire sait comment se jouer des certitudes de chacun, pour mieux le surprendre et pour mieux le conquérir. J'ai adoré ma lecture et j'espère avoir pu vous convaincre dans cet épisode. Au revoir.